Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, tribune libre sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Pierre Jovanovic qui nous parlera de la Montepaschi et de la disparition de David Rossi. À tout de suite. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Pierre Jovanovic, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous étiez récemment à Sienne, en Italie. Vous avez fait un genre d'enquête policière, on va dire ça comme ça. Qu'avez-vous découvert lors de ce séjour à Sienne, en Italie, avant de commencer qui est David Rossi? Alors, David Rossi était le directeur de la communication de la banque Montepaschi de Sienne. C'est la troisième plus grande banque italienne. Et c'est une banque qui est en faillite depuis 2008, même 2007, on va dire. Et donc David Rossi était le directeur de la communication. Ce qui veut dire qu'il dirigeait tout ce qui sortait de la banque, tous les communiqués officiels, tous les communiqués de presse à l'intention de la presse financière, de la presse en règle générale, radio et télévision, tout ce qui est sponsoring. Vous savez, genre course de chevaux, les voiliers, etc., course de voitures et ainsi de suite. Et bien entendu, tout ce qui est publicité, télévision, radio. Donc il avait à sa disposition un budget de entre 200 et 350 millions d'euros par an. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement puissant. On peut dire ça comme ça. On va dire techniquement, c'est l'homologue du directeur de la communication, du grand directeur de la communication de la BNP ou de la Société Générale ou du Crédit Agricole en France. Voilà qui était David Rossi. Et c'était un journaliste de formation, précisons-le, c'était pas un banquier. Et c'était un spécialiste de l'histoire de l'art. Et il a fait son chemin au sein de la banque Montepaschi parce qu'il savait très bien écrire et donc il rédigeait la plupart des communiqués de la banque. Alors comment s'est passée votre enquête? Alors écoutez, sur mon site, sur la revue de presse que vous connaissez bien maintenant, j'avais chroniqué depuis maintenant 4-5 ans toutes les morts de banquiers, tous les banquiers qui se suicident. Et on en a compté à peu près 70 banquiers qui ont sauté par la fenêtre et j'en passe et des meilleurs. Mais pour le coup, en 2013, lorsque on avait tous donné la mort de David Rossi, la banque avait dit que Monsieur David Rossi avait sauté par la fenêtre et que il est décédé donc à cause de sa chute. Et en fait, on a découvert tout à fait par hasard au mois de juillet 2016 donc tout à coup la vidéo d'une caméra surveillance a refait surface et qui a été publiée par le New York Post à New York donc aux États-Unis et on voyait sur cette vidéo donc Monsieur David Rossi on peut pas dire qu'il saute par la fenêtre, mais il tombe à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait il tombe face au mur de la banque. C'est un peu, vous savez, comme un plongeur qui se laisse tomber en arrière à cause du poids de ses bouteilles d'oxygène ou ses champions olympiques de plongeon, vous savez, qui tournent le dos au public avant de faire un triple salto arrière. Et c'est définitivement pas, si vous voulez, une position typique pour se suicider. Et donc à la suite de ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit que dès que j'aurais un peu de temps dans mon agenda, j'irai à Sienne pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc j'y suis allé au mois de novembre, j'ai passé une semaine pleine, et j'ai découvert quelque chose d'absolument extraordinaire qui a été tu par toute la presse, on va dire locale, bien entendu, et surtout la presse nationale italienne. C'est-à-dire que en fait, David Rossi a été assassiné purement et simplement au sein même de la banque. Et comme vous l'avez vu sur mon site, j'ai publié toute une série de photos de son corps que j'ai récupéré au cours de mon enquête. Et on peut dire que c'est le seul cas documenté d'un assassinat d'un banquier, parce que c'est un banquier avant tout, où
aujourd'hui disponible dans l'histoire de la banque moderne. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Alors vous parlez de vidéosurveillance de la banque qui a enregistré les faits. La vidéo a enregistré sa chute. Donc on voit David Rossi tomber face au mur, on le voit rebondir, on le voit tomber sur les fesses, en fait il tombe assis. C'est ça qui est curieux, dans une position assise. Il rebondit à cause des muscles de ses fesses, et ensuite seulement il tombe en arrière. Et il reste là pendant à peu près 1 heure, agonisant. Il a agonisé on a la certitude qu'il a agonisé pendant 30-40 minutes. Et on voit sur la vidéo deux hommes qui s'approchent de lui pour vérifier s'il est bien mort, et qui ensuite s'en éloignent. Et ce que j'ai découvert effectivement à Sienne, c'est que les 2 hommes, figurez-vous, l'un était l'un de ses collègues de travail, et l'autre était le directeur financier de la banque en faillite. Et ce qui est extraordinaire, moi j'invite vos auditeurs à aller sur mon site. Vous avez sur la gauche, vous savez, vous allez sur quotidien.com, et à gauche vous avez reportage in vivo. Vous avez le timbre, vous avez Sienne. Voilà, vous cliquez là-dessus, vous avez le reportage et vous avez la vidéo. Et donc on voit ces 2 hommes, je veux dire, qui ne montrent mais vraiment absolument aucune empathie, aucune sympathie, aucune pitié, aucune tristesse. Ils ne se précipitent pas sur le corps pour voir s'il est vivant, pour prendre son pouls, pour voir s'il respire encore, pour lui parler. Attendez, c'est même pire, ils ne se précipitent même pas sur leur téléphone pour appeler les secours. C'est absolument incroyable. Et c'est ça la chose la plus suspecte, la plus bizarre, qui me fait personnellement penser que ces 2 hommes sont impliqués dans le meurtre. Mais bon, la police de Sienne a classé le dossier. Justement, quel est le résultat de l'enquête de police et de la justice italienne? Ils ont rouvert voilà, ils ont le suicide. Voilà. N'oubliez pas, la banque Montepaschi de Sienne tient toute la ville de Sienne. Donc là, clairement, on voit qu'ils tiennent aussi la police et bien entendu les magistrats. Parce que il n'y a aucune enquête qui a été menée au sein même de la banque. Et ce que vous voyez sur la vidéo, il y a encore quelque chose d'encore extraordinaire. On voit tout d'un coup sa montre qui tombe 1 demi-heure après sa chute à lui. La montre du banquier. Comment ont réagi les médias italiens sur cette affaire? Les médias italiens, comme je vous l'ai dit, se sont bien gardés d'en parler. Et, ils ont parlé du suicide du directeur de la communication de la Montepaschi, et c'est tout. Alors qu'en fait, il suffit simplement si on étudie le dossier comme je l'ai fait, et vous l'avez vu, j'ai accusé dans ma revue de presse et dans mes interventions, j'accuse la Montepaschi de Sienne d'assassinat dans les locaux même de la banque. Et d'ailleurs, c'est également le cas c'est ce que pense également l'avocat de la famille, qui voudrait quand même que le dossier soit reclassé non pas en suicide mais en homicide, parce que à partir du moment où c'est classé en homicide, eh bien ça oblige les policiers de Sienne d'interroger toute la banque. Et détail important, vous le verrez sur le détail important, toutes les autres caméras de la banque ce jour-là étaient en panne. Extraordinaire, non? Une banque comme la Montepaschi ou la Société Générale, le siège social, vous avez au moins 400 caméras de partout avec un centre de sécurité sur les dents. Là, ce jour-là, personne n'a réagi. C'est absolument extraordinaire. Alors, globalement, en ce début d'année 2017, comment percevez-vous l'état du système bancaire en France et en Europe? Partout, quoi, de manière mondiale. Écoutez, vous savez, là, au cours de cette enquête, j'ai montré comment la Montepaschi était en faillite, pourquoi elle était en faillite, comment elle s'est fait escroquer par la Deutsche Bank et par une banque japonaise. Il manquait à la banque Montepaschi, il manquait 5 milliards. 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Et figurez-vous que comme la banque n'a pas réussi à lever des fonds privés, eh bien, contre toutes les règles européennes de la Banque Centrale Européenne, etc., c'est l'État italien, donc Rome, qui a décidé de nationaliser la banque. Voici exactement 5 jours. Alors pourquoi 5 jours? Pourquoi fin décembre? Parce que tous les Italiens préparaient Noël, etc. Donc personne n'écoute les infos. Les ventes de journaux sont en baisse de
de 80%. Voilà. Donc, et ils ont profité des fêtes de Noël pour nationaliser le Monte Paschi. Ça veut dire que 5 milliards d'euros du peuple italien ont été pris pour le donner à la banque, à cette banque d'escrocs. Voilà. C'est absolument surréaliste. Ces 5 milliards d'euros qui ont été pris au peuple italien, c'est autant de salaires de fonctionnaires, c'est à peu près, je sais pas moi, 2-3 000 fonctionnaires qui ne seront pas payés, c'est une centaine d'écoles maternelles qui ne seront pas construites, des centaines de milliers de kilomètres d'autoroutes qui ne seront pas maintenues, des maîtres nageurs, des gendarmes, tout ce que vous voulez qui seront licenciés. Voilà aujourd'hui où en est l'Europe. Et sachez qu'Unicredit italienne, la banque, est exactement dans le même cas, et que la Société Générale aujourd'hui n'est guère mieux. Ce sont des banques qui sont de toute façon placées en observation, parce qu'une étude européenne a montré que la Société Générale était une des banques les plus dangereuses en Europe. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Pierre Jovanovic. Alors les auditeurs nous disent assez régulièrement, vous dites depuis des années qu'il va y avoir un effondrement, mais tout fonctionne normalement. Enfin bon, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Attendez, alors, j'aime beaucoup cette observation. Alors, précisons une chose, moi j'avais annoncé l'effondrement du système financier à partir de 20 février 2008. Vous avez toutes les archives. Et en effet, Wall Street a explosé le 29 septembre 2008. Donc ce que j'ai dit, s'est passé. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui vous disent ça, c'est des gens qui ont encore du boulot. Les millions de Français qui ont perdu leur travail depuis 2008, eux, ils savent que ça ne fonctionne pas. Et les gens qui vous disent ça, ils ferment les yeux quand ils passent devant toutes les boutiques louées, tous les commerces vides, et tous les bureaux qui sont mis en vente, et des centaines de millions de mètres carrés qui sont disponibles à la location sur Paris, etc. Paris Surface. De discuter avec n'importe quel banquier, il vous dira qu'il n'a jamais eu autant de gens à découvert que depuis la crise. L'effondrement, il est là et on est en train de le vivre au ralenti chaque jour. Chaque jour, vous avez des entreprises qui ferment. Chaque jour, vous avez des boutiques supplémentaires qui se vident. Moi, j'étais à Vannes il y a à peu près un mois et demi. Je peux vous dire que pour avoir été à Vannes il y a à peu près 10 ans, aujourd'hui, 80% des boutiques sont fermées. Est-ce que vous imaginez une ville de province où 80% des boutiques dans la grande rue commerçante sont fermées? C'est total délire. C'est invraisemblable. Et oui, et j'affirme que cet effondrement continue en ce moment même. La preuve, c'est que la Monte Paschi de Sienne, on nous avait dit que toutes les banques étaient saines, alors que là, l'État italien l'a nationalisé. C'est quand même extraordinaire, non? La Deutsche Bank, pareil. Je dis également à ces personnes qu'elles se donnent la peine, au lieu de raconter des conneries, qu'elles se donnent la peine de regarder quel était le cours de l'action du Crédit Agricole, par exemple de la BNP, de la Société Générale en 2007, et qu'elles regardent le cours de ces mêmes banques aujourd'hui. Et ils verront qu'ils ont perdu 90%, si ce n'est pas 95% de leur capitalisation. Ces mêmes crétins qui vous disent ça, s'ils avaient placé 10 000 euros en actions de la BNP ou de la Société Générale, aujourd'hui, il leur resterait 1 000 euros pour pleurer. Voilà. Donc ça, c'est les signes de l'effondrement. Mais bien entendu, il y a des gens qui ne veulent pas le voir. C'est tellement facile de dire quand on a du boulot, de ne fermer les yeux, de surtout ne pas voir que le monde s'effondre autour de soi. C'est génial. Je trouve ça absolument génial. Et d'ailleurs, ça me met un peu en colère de voir ces gens qui vivent dans un espèce d'égoïsme absolu.
c'est phénoménal. Vous savez, ces mêmes gens perdront leur boulot incessamment sous peu, et après, tout d'un coup, ils vont dire, ah bah oui, finalement, il avait raison, c'est trop tard. Est-ce que vous avez des projets d'enquête, d'écriture pour la nouvelle année qui s'annonce? Écoutez, moi, en général, je parle jamais de mes projets d'écriture. Historiquement, je n'annonce jamais les sujets, par exemple, dans lesquels je prépare un livre ou des choses comme ça. Mais vous savez, après mon enquête à Sienne, moi j'ai été tellement secoué parce que je ne pouvais pas imaginer l'inimaginable. Je ne pouvais pas imaginer qu'un meurtre serait maquillé en suicide, comme je l'ai vu à Sienne. Je ne pouvais pas imaginer qu'une des plus grandes banques européennes en arriverait à tuer au sein du siège social, un assassinat froid, simplement pour ne pas donner des informations confidentielles sur la faillite de la banque. Est-ce que vous savez, par exemple, que la Montepaschi de Sienne a des engagements de 28 milliards en crédit des faux swaps, 28 milliards d'euros en crédit des faux swaps. Vous vous rendez compte de ça? En nationalisant l'État italien, en nationalisant la Montepaschi de Sienne, a de facto transformer les citoyens italiens en co-responsables de tous les contrats pourris de crédit des faux swaps de la Montepaschi. Ça veut dire par exemple en 2017, si elle perd des contrats comme elle les a perdus en 2008-2009, pour 10 milliards, le peuple italien sera obligé de payer 10 milliards de plus, en plus des 5 milliards qu'ils vont verser. C'est la même chose pour les banques françaises, c'est la même chose pour les banques allemandes, pour les banques espagnoles et pour les banques italiennes. Bonne chance. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Est-ce que vous auriez un message adressé justement à ces auditeurs? J'ai pas de... Enfin, moi, le message, moi je leur demande simplement de suivre la revue de presse parce qu'ils sont informés. Et je pense que vous l'avez vu, maintenant quand je vais faire des signatures, par exemple j'en ai fait une à Paris, c'était quand? C'était le 15 ou 17 décembre, il y a eu 300 lecteurs, 300 personnes qui sont venues. Je ne sais pas si vous réalisez, 300 personnes. C'est plus que pour Amélie Nothomb quand elle fait une signature. Et vous savez ce que me disent les lecteurs, les auditeurs, dont vos auditeurs d'ailleurs, parfois. Ils me disent, Monsieur Jovanovic, grâce à vous, j'ai sauvé mes économies, je me suis préparé, je sais que je ne me rendrai pas malade, et je vois autour de moi les gens qui disaient qu'il n'y avait pas de crise, et que le jour où la crise les a frappés de plein fouet comme un accident, vous savez, comme un camion qui leur arrive dessus, qui les aplatit, eux, ils s'en remettent jamais. C'est sûr. Donc c'est pour ça que je leur dis, un homme prévenu en vaut deux, une femme prévenue en vaut trois. Soyez prêts à... Moi je leur dis, faites tout pour conserver votre travail. C'est la chose la plus importante. Quand je vois toutes les petites entreprises et les moyennes, vous savez, les entreprises industrielles, il y en a plein en province. Elles ont entre 25, 50 ou 100 employés. Elles ferment les unes après les autres. Et tous ces gens se retrouvent à Pôle emploi. Mais c'est à pleurer. Mais c'est absolument à pleurer de voir à quel point la France est détruite en ce moment même. Je vais vous parler alors je vous donne un exemple typique. Voilà. William Saurin. Tous vos auditeurs connaissent William Saurin. Le cassoulet William Saurin, le petit salé aux lentilles William Saurin, le bœuf carotte William Saurin, enfin bon, toutes les conserves, le couscous Garbi, vous avez le couscous bon comme là-bas dit, tout le monde a entendu cette publicité. Voilà, c'est un gros groupe industriel William Saurin. Il y a 3500 employés. 3500 employés en France. Cela s'est passé au mois de décembre, au 15 décembre je crois. Tout d'un coup, on a découvert au décès de la dirigeante de William Saurin, on a découvert que les bilans de William Saurin étaient bidonnés, je vous le donne dans le mille, depuis quand? Depuis 2008. Ah oui. Depuis 2008. Et la patronne de William Saurin a cru aux promesses de M. Sarkozy et surtout de M. Minc, qui a expliqué aux Français que la crise allait durer 3 mois. La crise durait 3 mois, ça ne touche que les banquiers, personne ne sera touché. William Saurin a cru aux bonnes promesses de M. Minc, n'est-ce pas? Et donc ils se sont dit, bon, en 2009 ça ira mieux, puisque la crise devait durer 3 mois. Et donc ils ont déguisé les pertes, donc ils ont présenté un bon bilan. 2009 a été une catastrophe. Donc, ils ont eu des pertes supplémentaires qui se sont additionnées à celles de 2008. En 2010, pareil. En 2011, pareil. Et chaque année, les gens se disaient,
bon, il y aura une amélioration, la crise va s'arrêter. Eh ben non. Et en fait, ils ont bidonné leur bilan 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015. Et 2016, n'en parlons pas. Hein, voilà. Tous ces bilans, au point que maintenant, William Sorin risque de fermer la porte. Le gouvernement est intervenu pour essayer de ne pas se retrouver avec 3500 licenciements au mois de décembre. Je ne sais pas si vous réalisez. Ouais. Donc il y a déjà une injustice fondamentale, c'est-à-dire que les petites entreprises, le gouvernement les laisse tomber, mais dès qu'il y a une boîte qui a 3500 employés, on les sauve. Ceci est une autre histoire. Je vous donne la même chose. Le bilan de la Montepaschi de 2008 était bidonné. Celui de 2009 était bidonné. 2010 bidonné. 2011 bidonné jusqu'à 2016. Totalement bidonné. Au point que le ministère des Finances italien a mis en prison, il n'a pas mis en prison, il a été condamné à la prison, mais il a fait appel, donc il n'y est pas, comme Cahuzac, vous voyez. Donc tous les bilans étaient bidonnés de la banque. Tous les 5 milliards. Et je vous donne le troisième exemple, ça date d'il y a 2 jours. Toshiba, au Japon. Toshiba a fait la même chose que William Sorin. Ils ont eu des pertes en 2008. Ils se sont dit qu'en 2009, ils allaient se refaire. Résultat des courses, ils ont bidonné leur bilan. Le total cumulé fait 1,5 milliard d'euros. Le cours de l'action Toshiba s'est écroulé de 70%. Vous imaginez toutes les caisses de retraite qui ont acheté des actions Toshiba? Vous imaginez toutes les caisses de retraite qui ont acheté de la Montepaschi? Et comment ils vont payer les retraités? C'est évident. Et à part ça, vous avez des auditeurs qui vous disent oui, tout fonctionne normalement, mais c'est faux. Ils sont aveugles. Voilà la triste réalité. Vous pouvez le vérifier. Tout le monde peut le vérifier. Pierre Jovanovic, on vous retrouve à travers votre revue de presse sur quotidien.com, votre blog, et on retrouve toutes vos publications au Jardin des Livres, www.lejardindesLivres.com. Pierre Jovanovic, merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion, et à très bientôt. Merci à vous et bonne année à tous vos auditeurs, et qu'ils parlent très sérieusement avec leur ange gardien. Vous savez que dans les situations difficiles, c'est très important de s'en remettre entre les bras du ciel parfois. Merci. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.